une love story, bien évidemment. Alors longtemps, Jessica, je vais vous la présenter, elle s'est sentie différente. Elle était dans sa bulle, elle avait carrément peur du monde extérieur. Benjamin, il a su apprivoiser cette jeune femme complexe et il a découvert chez elle des trésors de créativité. C'est notre love story du jour et pour en parler, on accueille tout de suite Paola Purari, rédactrice en chef de Je t'aime, etc. Salut Paola. Bonjour à tous. Alors, avec Aline Ledin, vous avez rencontré Jessica et Benjamin. Ils sont en couple depuis 12 ans. Oui, nous sommes allés les rencontrer à Bruxelles. Alors, ils se sont connus très jeunes. Ils avaient la quinzaine à un cours de théâtre. Et à l'époque, Benjamin est tout de suite très intrigué par cette jeune femme introvertie, susceptible, mais terriblement attirante. Elle est fascinée par Benjamin et pourtant, elle se dérobe. Elle a peur de s'engager dans cette relation. Benjamin va mettre du temps à gagner la confiance de Jessica et à comprendre qu'elle était un peu à part. Elle était très jeune à l'époque. Elle avait 15 ans. Oui, j'avais 15 ans. Moi, j'avais 18 ans. Au départ, il n'y a pas eu de coup de foudre, il n'y a pas eu de... Ça, c'est venu avec le temps. On est d'abord devenus amis. On est d'abord devenus amis. Elle m'attirait, mais en même temps, elle était chiante. Je rendais les choses compliquées. C'est vrai que j'étais... pénible. Oui, j'étais pénible. J'étais compliquée dans ma tête, donc j'étais compliquée avec lui. En fait, il m'intriguait parce qu'il était exactement l'opposé de moi. Je le voyais très sûr de lui. Il me semblait aussi très équilibré. C'est un truc que je sentais. Je ne pouvais pas vraiment l'exprimer. Mais je sentais ça de toi et je me disais intérieurement que ça pouvait peut-être être la bonne personne pour moi. Jessica met du temps à s'ouvrir. Elle envoie des signaux contradictoires à Benjamin. Lui s'accroche, est prêt à tout pour la séduire. On a réussi rarement à faire une sortie, parce que c'était toujours compliqué. Il y avait toujours, au dernier moment, une annulation, un truc... Mais moi, j'étais très nerveuse. Je mettais toujours une barrière, une limite. Il y avait des choses qu'il fallait pas dépasser parce que je me disais que je me mettais en danger. Ah oui, il y a une fois où tu m'as sorti le fait que tu t'étais coupé la main avec un cutter. Oui, mais ça, c'était vrai. Ah, c'était vrai? Oui. J'étais pas spécialement bien dans ma peau ni dans ma tête et je savais très bien que s'il me laissait tomber et qu'il jouait, en fait, moi, ça allait complètement me briser. Je voyais surtout quelqu'un qui était plein d'insécurité, mais qui était capable de beaucoup de choses très belles, très créatives, très imaginatives et qui était extrêmement douce. Il leur faudra 3 ans pour échanger un baiser. Puis tout s'est enchaîné, installation, mariage, le couple est heureux. Malgré les angoisses de Jessica, toujours présentes. À l'époque, elle est professeure de langue, elle gère une 40aine d'élèves. Un stress insurmontable. Souvent, j'avais besoin de m'isoler, de sortir. Je compte plus le nombre de fois où j'ai été m'enfermer dans les toilettes pour craquer parce que j'avais besoin de me retrouver seule. Durant les grandes vacances, mon corps m'a lâché complètement. Je suis tombée en burn-out. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions. J'ai eu une première évidence pour moi, ça a été de voir une vidéo sur Internet qui parlait d'autisme Asperger. Ça m'a intriguée parce que j'avais l'impression que la personne qui parlait me racontait. C'était très étrange, on avait plein de points communs. C'est comme ça que je me suis tournée vers des spécialistes. Le diagnostic est tombé. À ce moment-là, ça a été une révélation et un énorme soulagement. Intéressant. Une révélation et un soulagement. Paola, je crois qu'il y a différents troubles autistiques. Qu'est-ce qui caractérise le syndrome d'Asperger? En fait, c'est une forme d'autisme de haut niveau. Alors, les principaux critères, c'est un quotient intellectuel très élevé et un caractère plutôt renfermé. En fait, Jessica, elle a toujours eu besoin de s'isoler, elle a peur du bruit, elle a peur de la foule, elle a du mal à communiquer avec les autres, à se faire des amis. En fait, elle dit qu'elle ne comprend pas tellement le second degré. Et à côté de ça, elle a énormément de talent, elle a une mémoire hors pair, des sens très développés et une analyse implacable. Et Jessica, à quel âge elle a été diagnostiquée? 27 ans. Alors, ça semble un diagnostic assez tardif, mais le syndrome d'Asperger, c'est assez difficile à diagnostiquer. Alors, quand Benjamin a appris qu'elle avait ce syndrome d'Asperger, eh bien, il a refusé de changer de regard sur Jessica. Il l'a challengée, il l'a poussée à cultiver sa différence. Dès toute petite, parce que je voyais bien que j'étais différente, mais que j'avais envie de faire plaisir à tout le monde et qu'on me disait, tu sais, il faut que tu t'intègres, il faut que tu ailles vers les autres, il faut que tu rigoles avec eux. Finalement, je reproduisais ce que je voyais sans vraiment comprendre. Et je pense que j'ai sans doute pas aidé le diagnostic de cette manière-là, mais j'avais envie que tout le monde soit content et qu'on me laisse tranquille. Je reconnaissais
tout un tas de choses qui faisaient que Jessica avait tendance à se considérer comme différente de la population habituelle, donc différente de nos amis. Le fait d'avoir beaucoup de mal à regarder droit dans les yeux, je regarde Benjamin facilement droit dans les yeux, mais autrement j'ai souvent le regard fuyant, les contacts physiques aussi. J'ai toujours eu beaucoup de mal à serrer la main ou faire la bise. Benjamin fait partie des rares personnes qui peuvent me toucher sans que ça soit désagréable. L'autisme Asperger, un syndrome où le monde extérieur peut être perçu comme une agression. Pour Jessica, sa maison et son mari sont un refuge. Au fil du temps, Benjamin a appris à lire entre les lignes. Ça m'a appris à écouter ce que me dit Jessica, parce qu'elle n'est pas claire dans ce qu'elle dit, parce qu'elle a du mal à exprimer ses sentiments. Donc trouver les indices qui permettent de comprendre vraiment ce que ressent l'autre. Jessica était comme un diamant brut qui ne sait pas encore qu'il y a plein de qualités. Il y a encore plein de scories autour, il reste des bouts de cailloux, tout n'a pas été poli, mais c'est un trésor. Et dès qu'elle a réussi à prendre confiance en elle, elle dévoile des trésors de créativité. Jessica a su faire de sa différence une force. Elle est devenue blogueuse pour casser les stéréotypes sur l'autisme. Je suis autiste Asperger et je suis bien dans ma peau. J'ai plein de choses positives à vous raconter, eh bien c'est justement de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je me dis souvent qu'à l'époque où j'étais pas bien, j'aurais aimé finalement avoir une grande sœur, c'est comme ça que je me vois. Informer sur ce syndrome, prendre la parole, une façon pour Jessica de s'ouvrir aux autres. Cette mission, elle n'aurait pu la mener sans l'aide de Benjamin. Je pense que si j'avais rencontré à l'inverse quelqu'un qui m'avait ménagé, qui m'avait orienté plus dans le côté, tu sais, c'est pas grave ce que tu fais, c'est pas de ta faute, t'es malade ou t'es handicapé, je pense que je serais pas quelqu'un d'aussi heureux, d'aussi épanoui. C'est mon meilleur soutien dans tout et c'est quelqu'un qui me rend meilleur surtout. Avec les années, les angoisses de Jessica se sont estompées. À deux, ils ont trouvé leur mode d'emploi, même s'il reste un mystère l'un pour l'autre. Une fois qu'on a réussi à m'apprivoiser, je suis très douce, très affectueuse et j'aime bien comparer ça à un enfant parce que quand un enfant aime, il aime de tout son cœur et sans arrière-pensée. Si on n'avait pas autant parlé, je pense que ça n'aurait pas marché. On n'aurait jamais trouvé un moyen de s'accorder tous les deux. Il n'aurait pas pu comprendre mes sentiments. Et puis moi, de mon côté, je n'aurais pas réussi à comprendre tout ce qu'il exprimait. Il était fascinant parce qu'il était une énigme pour moi. C'est dingue d'entendre un couple comme ça parler l'un de l'autre. C'est beau ce qu'ils se disent. Ils sont très inspirants, hein, ce couple. Alors, ce qui nous interpelle quand même, c'est que Jessica, elle a été diagnostiquée donc autiste Asperger à 27 ans. C'est si fréquent que ça de découvrir un autisme si tard? Alors, c'est une forme d'autisme particulière, on l'a bien dit. Déjà, l'autisme en général, qui est un trouble envahissant du développement, hein, c'est des problèmes de communication. Il y a souvent des retards. Alors, dans le syndrome d'Asperger, c'est un peu différent parce qu'on voit bien que le langage, il est complètement normal, elle est complètement adaptée. Les capacités intellectuelles sont complètement adaptées. Donc déjà, chez des autistes qui ont des troubles du langage, c'est déjà tardif en termes de diagnostic. On sait qu'il y a un retard diagnostique, mais c'est globalement entre 3 et 5 ans qu'on arrive à dépister. Mais quand les capacités intellectuelles et quand le langage est normal, comme c'est le cas de Jessica, ça explique que ça repousse encore le diagnostic. Mais vous voulez dire qu'il y a peut-être plein de gens qui nous regardent aujourd'hui et qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir cette forme d'autisme? Il y a peut-être des gens qui ont cette hypersensibilité, ce trouble de la communication à minima, et on voit bien que l'adaptation là dans la vie sociale, même si maintenant il y a le diagnostic, elle est prise en charge, elle est aidée par son compagnon, il y a cette adaptation qui est parfois plus ou moins difficile au fil de la vie. Et puis il y a une errance. À partir de quand on diagnostique ça? Parce qu'elle a l'air tellement normal, dire cool, et il y a tellement de gens soi-disant qui ne sont pas, mais je sont pas diagnostiqués. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi? Ou alors C'est quoi les le vrai caractéristiques, truc? c'est quoi les caractéristiques? Vous avez raison de poser la question. À partir de quand les médecins disent elle est autiste Asperger? La Haute Autorité de Santé vient de sortir des critères, et ça c'est l'autisme en général. Alors. Et l'Asperger, c'est des choses un petit peu plus différentes, mais à 12 mois, il y a déjà chez un enfant une absence de babillage. Les gestes sociaux, suivre du doigt, faire coucou, faire au revoir, etc., sont déjà qui ne sont pas à 12 mois si développés chez les enfants autistes. À 18 mois, il y a un trouble du langage, c'est-à-dire que le langage ne se développe pas normalement, et ça doit être des petits signaux d'alerte. Et puis à 24 mois, il y a une absence d'association de mots, il y a ce trouble de la communication qui va devenir de plus en plus présent, et on voit que le développement de l'enfant n'est pas normal. Ça, c'est l'autisme. Mais en fonction du niveau d'autisme, et en particulier chez les Asperger, les mots, ils y sont. Ils sont même
plus développé. C'est-à-dire que les capacités intellectuelles, elles sont même plus développées que chez un enfant qui n'est pas un enfant autiste, d'où ce retard, malheureusement, qui va perdurer au fil des années. Caroline. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gérald. Il y a beaucoup d'errance. C'est pour ça que c'est difficile de poser un diagnostic. Mais qui plus est, pendant longtemps, il y a eu un refus des médecins de poser ce diagnostic. Ils ne le faisaient pas, ils n'intervenaient pas parce qu'ils attendaient que certains parents soient prêts. Il arrive très souvent que les parents soient dans le déni et qu'ils ne soient pas à même d'entendre le diagnostic qui peut être posé. En plus, d'autres médecins, psychiatres vous disent oui, mais malgré tout, c'est une forme de psychose, l'autisme. On rentre dans la psychose, mais on peut sortir de la psychose, donc pas d'étiquette définitive. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de parents qui étaient complètement dans l'ignorance du trouble, et c'était beaucoup les médecins. Et certainement des enfants puis des adultes un peu perdus. Et surtout, on les a beaucoup culpabilisés. Et notamment les parents en disant c'est une thèse psychanalytique, c'est les rapports avec votre mère, etc. Alors qu'on voit que maintenant, les origines, même si elles ne sont pas tout à fait claires, mais elles sont de plus en plus génétiques, elles sont plurifactorielles, génétiques, environnementales, peut-être toxiques, mais en tout cas, surtout pas psychanalytique, où il n'y a pas de culpabilité à donner aux parents. Et pourtant, la Belgique est très en avance dans la prise en charge de l'autisme. Donc, il y a eu un retard pour Jessica, alors qu'elle est dans un pays qui est très formé et très habitué à prendre en charge l'autisme. Caroline. Je me suis retrouvée en vacances pendant une semaine avec des gens dont je découvrais les enfants. Oui. Et parmi les 3 enfants, il y avait celui du milieu qui était atteint du syndrome d'Asperger. Et ils ne l'ont pas dit. Ils ne vous l'ont pas dit? Non. Ils ne l'ont pas dit, et il y avait que le papa qui était là, et je pense que vraiment ça l'embêtait. Donc moi, honnêtement, et ça se voyait beaucoup plus que la jeune femme. C'est-à-dire la jeune femme, honnêtement, si on n'est pas à moins d'être psychiatre, on ne peut pas déceler qu'elle a un problème. Mais moi, cet enfant, je le trouvais très étrange, il était très volubile, peut-être trop volubile. Vous voyez, et alors, vous dites, il touchait pas les autres, il pouvait venir te tripoter la tête pendant tout le repas et parler à voix forte de sujets parfois un peu gênants. Et j'ai senti donc à la fois, effectivement, qu'il avait, après on m'a expliqué qu'il avait le syndrome, et que le père était complètement il ne savait pas comment encadrer. Il n'a rien. Voilà, dans le déni. Dans le déni absolu. Donc, parlons des adultes, parce que là, quelles conséquences ça peut avoir sur le couple, tout simplement? L'autisme, c'est bien sûr être différent de son compagnon ou de sa compagne. Alors, il va falloir prendre en compte ces différences, parce qu'elles sont provoquées par quoi? Si vous voulez, ce sont des angoisses, des émotions qui vont submerger la personne de telle façon que c'est très compliqué pour elle d'y faire face. Et que ce sont des détails de la vie quotidienne qui, pour vous semblent parfaitement anodins, mais qui, pour eux, vont leur poser un problème. Elle parlait tout à l'heure de la difficulté qu'elle avait à regarder dans les yeux. Or, qu'est-ce qui se passe? On ne le sait pas. Moi, j'ai rencontré des autistes qui étaient tout simplement terrifiés par le noir de la pupille. Ils voient un trou noir. Donc, ils ont un regard et ils évitent votre regard parce que ça leur fait trop peur. C'est pas le cas de tous, encore une fois. Ce sont des patients auxquels j'ai eu affaire. Et pour Jessica? Oui, c'est très vrai ce que vous dites, Caroline. Par exemple, Jessica, elle a besoin d'avoir une vie très réglée. Elle déteste l'imprévu. Et elle a surtout des problèmes de communication avec les autres parce qu'elle prend tout au premier degré, elle prend tout très à cœur. Et par exemple, avec Benjamin, elle ne comprend pas l'humour. Pendant longtemps, elle s'est forcée à rire à des blagues qu'elle ne comprenait pas. Et en fait, dès qu'il la taquine, elle le prend, mais vraiment personnellement, c'est vraiment une douleur. Il est obligé de la guider, de lui expliquer « je ne te veux pas de mal ». Il y a beaucoup de codes sociaux en fait, qu'elle n'a pas, elle est sans filtre. C'est comme un enfant, en fait, quand elle aime, elle aime, et quand elle aime pas, elle aime pas. Mais les enfants n'ont pas de second degré. Non, mais c'est-à-dire que si on lui dit « si tu es pas prête dans 5 minutes, je m'en vais », elle le prend au pied de la lettre. Elle pense que l'autre va réellement s'en aller. Voilà, et elle est pas qu'elle traîne avec le docteur. Alors ça, c'est un humour à 8e degré. C'est très caractéristique. Autant quand on la voit, comme disait Caroline, moi je suis très 2e ou 10e degré, mais quand on la voit comme ça, on se dit, elle est très adaptée, mais c'est très caractéristique. Pas comprendre les jeux de mots, être incapable d'ironie, être incapable de décoder le langage non verbal. Je connais des gens qui n'ont aucun humour et qui ne comprennent pas. Ils sont peut-être Asperger. Pas le syndrome. Elle est incapable aussi de fausse politesse. Et ça a créé quelques problèmes avec
l'entourage de Benjamin. Il y a une authenticité dans les Un rapports. jour, elle a bien sûr. déjeuné chez sa belle famille et sa belle-mère lui a servi de la langue de bœuf. Elle détestait la langue de bœuf et elle lui a dit, mais alors, mais tout de go. Donc il a dit, mais tu ne peux pas faire ça, tu Moi ne peux aussi, pas je dis dire quand ça. même pas. J'allais dire Caroline Diamant, un peu comme ça, un peu cash. On a parlé de la difficulté de pouvoir rentrer en communication. En fait, c'est toutes les situations implicites qui sont compliquées à pouvoir décoder. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans un jeu de séduction ? Eh bien, il y a énormément d'implicites. Mais On de dit contact, pas elle dit souvent qu'elle très n'était pas à clairement l'aise les avec le choses. contact. Voilà. Oui. Mais rien qu'un petit sourire, un petit regard coquin, c'est pas évident de pouvoir les identifier. C'est pas facile non plus quand on est confus par rapport aux définitions de ces émotions, de pouvoir les communiquer aux autres. Et puis Daphné, comme vous dites, il y a le toucher. Mais oui. Elle en a parlé. Elle a dit qu'elle pouvait Donc, même pas faire la bise. tout à fait. Donc là, on retrouve énormément de personnes qui ont des difficultés, donc une hyposensibilité, donc très peu de sensations touchées, ou une hypersensibilité, comme c'est le cas de Jessica. Donc ça veut dire quoi? Mais que simplement un simple effleurement peut vraiment être désagréable, ou voire même douloureux. Et donc ce rapport au corps, il faut apprendre à le connaître, ça s'apprivoise, et quand il y a effectivement une relation intime, privilégiée avec une personne, ben là on peut découvrir des sensations. Et j'ai par exemple des patients qui, eux, ressentent plus de plaisir à une pression plus grande en fait. Alors, Donc, c'est ce très syndrome variable. d'Asperger, je vais vous raconter une petite histoire. Ça se passe en Angleterre, une histoire assez géniale. Il y a quelques mois, ce petit garçon, il s'appelle Charlie, il a 10 ans et il est donc atteint du syndrome d'Asperger. Et il est fan, mais vraiment fan des dinosaures depuis qu'il est tout petit. Grâce à cette passion, il est devenu une véritable star de la science et vous allez savoir pourquoi. Il visitait le musée d'histoire naturelle de Londres, fabuleux musée que je conseille si jamais vous êtes de passage d'ailleurs à Londres. Il remarque sur un écriteau une petite erreur d'appellation d'un dinosaure. Pour lui, ce n'est pas un oviraptor, comme indiqué donc sur le petit panneau, mais un Proctocéraptop. Et donc les parents avertissent le musée et l'équipe scientifique. Et l'équipe scientifique dit oui. Il confirme. Par la suite, c'est Charlie qui avait raison. Moi aussi, c'est j'ai assez remarqué, fort. je l'ai vu tout de suite. C'était un tout petit Il a plateur. mis à terre tout le monde. Donc sa maman dit de lui que quand il aime un sujet, voilà, il essaye de tout connaître, vu que Charlie lit donc des encyclopédies depuis qu'il a 3 ans. Donc je pense que voilà, il n'a pas fini de nous étonner, ce petit Charlie. Ils ont des capacités fabuleuses.